Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à un conte profond et puissant issu de la tradition Congo du Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Makaba, l'aîné rongé par la jalousie, et de Enesaku, le benjamin choisi par leur père Mfumu Kanza pour porter l'héritage spirituel de la famille. Ce récit nous plonge au cœur d'un conflit familial qui bouleverse tout un village. Trahi par son orgueil, Makaba sombre dans l'ombre et tente l'irréparable. Assassiner son propre frère, en pleine prière, devant les ancêtres. Un acte sacrilège qui déclenche la colère du village et l'intervention du Conseil des Anciens. Makaba sera banni et contraint à l'expiation, tandis que Enesaku, malgré sa douleur, choisira la voie du pardon et de la sagesse. Une histoire de colère, de justice, mais surtout de rédemption, où les esprits jouent leur rôle pour rétablir l'équilibre entre les hommes. À travers ce conte, découvrez les valeurs profondes du peuple Congo. La justice coutumière, la force de l'honneur familial, la puissance du pardon et la sagesse des ancêtres. Ce récit rappelle une vérité essentielle. La jalousie divise, mais le pardon reconstruit. Au cœur des montagnes du Mayombe s'étendait le village de Mbungu-Makanda, un ensemble de cases en terre battue entourées de champs de manioc, de bananiers et de palmiers à vin. Là vivaient des familles unies autour de traditions millénaires. Les enfants couraient dans la poussière rouge, les femmes pilonnaient le foufou en chantant, les hommes sculptaient le bois ou réparaient les pièges de chasse. Au centre du village se dressait le grand fromager sacré, arbre immense dont les racines semblaient toucher le monde des esprits. Les anciens disaient que, la nuit, les ancêtres venaient s'y asseoir pour surveiller les vivants. Parmi les familles respectées se trouvait celle de Mfumu Kanza, chef du village, détenteur de la parole ancienne. Il connaissait les plantes qui guérissent, les rites de protection, les lois du clan, et il arbitrait les palabres. Les villageois le craignaient et l'aimaient pour sa sagesse. Mfumu Kanza avait 2 fils, Makaba, l'aîné, travailleur, fier et ambitieux, et Sefu, plus jeune, doux, généreux et aimé de tous. Bien que les 2 frères fussent très différents, le père avait toujours tenté de maintenir l'équilibre. Mais l'harmonie fragile de cette famille allait bientôt se fissurer, car les graines de la jalousie germaient déjà dans l'ombre. Les années passèrent, et Mfumu Kanza, devenu vieux, sentit ses forces décliner. Lorsque les aînés du village remarquèrent qu'il marchait plus lentement, qu'il oubliait certains rituels et qu'il respirait difficilement, ils comprirent que le moment de la transmission approchait. Dans la culture Congo, le chef ne transmet pas seulement un titre, il transmet une part de son âme, son savoir, ses esprits protecteurs, et surtout les responsabilités envers la communauté. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, Mfumu Kanza fit appeler ses fils dans sa case. Ils s'assirent autour de lui, éclairés par la flamme tremblante d'une lampe à huile. « Mes fils, dit-il d'une voix fatiguée, le moment est venu de décider qui portera mon Kizi et guidera notre peuple. » Makaba fronça les sourcils, persuadé que son père parlerait en sa faveur. Sefu resta silencieux, les mains posées sur ses genoux. Mais le père ne dévoila pas encore sa décision. À la place, il parla longuement de la sagesse nécessaire pour gouverner, de l'humilité, de la bienveillance, de la patience. Makaba y vit une critique voilée de son tempérament impatient. Cette nuit-là, les 2 frères sortirent de la case avec un cœur lourd, car chacun savait que l'avenir dépendait de ses mots. Dans les jours qui suivirent, les anciens du village observèrent avec attention les comportements de Makaba et de Sefu. Dans la tradition Congo, la succession n'est jamais choisie à la légère, c'est un mélange de mérite, de caractère, de signes spirituels et de volonté ancestrale. Un matin, le Ngamboko, guérisseur et devin respecté, vint rendre visite à Mfumu Kanza. Il apportait un panier rempli de feuilles sacrées, de poudre rouge et de petits ossements utilisés pour lire les signes. Ensemble, ils s'isolèrent dans la case sacrée, où brûlait un feu perpétuel. Mboko consulta les esprits pendant de longues minutes. Il jeta les os au sol, récita des incantations, souffla sur les braises et ferma les yeux comme s'il écoutait une voix invisible. Lorsqu'il les rouvrit, son visage se figea. « Mfumu Kanza, dit-il lentement, les ancêtres ont parlé. Le cœur qui guidera le village ne doit pas être celui que l'on croit. L'aîné est brave, mais son esprit est troublé. Quant au cadet, il porte en lui la paix que réclament nos terres. » Mfumu Kanza resta longtemps silencieux. Il connaissait bien les défauts de Makaba, sa fierté, son impatience, son besoin de reconnaissance. Mais il savait aussi qu'un chef sans sagesse était un danger. Dans le village, cependant,
Makaba commençait déjà à se comporter comme un futur chef. Et les esprits, eux, avaient décidé autrement. Makaba n'était pas aveugle. Il voyait les regards que certains anciens posaient sur Séfu, les sourires qu'on adressait à son frère, l'affection presque naturelle que le village ressentait pour lui. Cela le rongeait. Chaque soir, en rentrant des champs, il ressentait une morsure dans son cœur. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi, l'aîné, celui qui a tout sacrifié? Un jour, alors qu'ils travaillaient ensemble à réparer une clôture détruite à un phacochère, Makaba s'emporta pour une broutille. Tu crois que tu vas me remplacer comme si de rien n'était? Séfu recula, surpris. Je ne désire rien, mon frère. Le père décidera. Les ancêtres décideront. Mais les paroles, si sages soient-elles, n'apaisèrent pas Makaba. Au contraire, elles lui donnèrent l'impression que Séfu se croyait meilleur que lui. Durant les jours suivants, Makaba devint distant. Il parlait peu, riait moins, mangeait seul. Les villageois commencèrent à remarquer son malaise. Une nuit, alors que le vent soufflait dans les feuilles du fromager sacré, Makaba rêva d'un esprit sombre qui lui murmurait. Ce qui te revient doit être défendu. N'abandonne pas. N'accepte pas l'humiliation. Lorsque Makaba se réveilla, son cœur était encore plus lourd que la veille. La jalousie, tel un serpent, avait trouvé sa tanière dans son âme. Le temps passa, et Mumukanza tomba gravement malade. Son souffle devenait court, ses mains tremblaient, son esprit se perdait parfois dans les souvenirs. Le village se rassembla souvent autour de sa case pour chanter, prier et brûler des herbes protectrices. Séfu veillait au chevet de son père jour et nuit, nettoyant son front, lui donnant à boire, prononçant des paroles réconfortantes. Makaba, lui, s'en éloignait. Chaque fois qu'il entrait dans la case, il voyait son père et son frère échanger un regard silencieux, complice. Il interprétait cela comme une trahison. Ils complotent contre moi, pensait-il. Ils veulent me voler mon héritage. Un soir, Mumukanza demanda à ce que ses deux fils soient présents. Mes enfants. Le temps m'échappe. Demain, je révélerai mon choix. Que celui que je désigne respecte la tradition, et que celui qui n'est pas choisi soutienne son frère. Le sang est une corde que nul couteau ne doit couper. Makaba serra les poings. Séfu acquiesça humblement. La nuit suivante fut lourde. Dans le village, même les grillons semblaient silencieux. Chacun savait qu'au lever du soleil, une nouvelle ère commencerait. Et la jalousie de Makaba brûlait déjà à vif. Au matin, tout le village se réunit devant la case du chef. Les anciens formèrent un cercle autour de Mumukanza, qui, malgré sa faiblesse, s'assit avec dignité. Makaba se tenait à sa gauche, Séfu à sa droite. Le vieux chef leva la main. Que les ancêtres nous éclairent. Que la vérité soit dite sans peur. Il posa son regard sur Makaba, puis sur Séfu. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai consulté les esprits. Le Ngamboko m'a confirmé ce que mon cœur savait déjà. Celui qui guidera notre peuple sera. Makaba retint son souffle. Séfu. Un murmure parcourut la foule. Séfu baissa humblement la tête. Makara sentit sa vision se troubler, ses oreilles bourdonner. Trahi. Humilié. Écarté. Le père continua. Séfu possède la sagesse, la patience et la paix intérieure. Makaba, toi, mon fils, tu es brave et fort, mais ton cœur doit encore apprendre l'équilibre. Vous devez rester unis, car un village divisé attire le malheur. Makaba fit un pas en arrière, le visage fermé. Cette décision venait de briser en lui quelque chose de profond. Depuis le jour de la désignation, Makaba se transforma. Il devint dur, agressif, amer. Les villageois tentèrent de le consoler, mais il les repoussait. La nuit, il errait près du fromager sacré, parlant seul, serrant un morceau de bois qu'il avait taillé comme une arme. La journée, il travaillait dans les champs avec une rage qui inquiétait les plus anciens. Un soir, alors que la lune était pleine, Makara se rendit chez le Nganduka, un devin peu respecté, connu pour utiliser des pratiques dangereuses et interdites. « Je veux récupérer ce qui est à moi, » dit Makaba. « Donne-moi la force. Donne-moi ce que les ancêtres me refusent. » Nduka sourit, dévoilant des dents noircies. « Ce que tu veux a un prix. » Makaba hocha la tête sans réfléchir. « Je paierai. »
Il repartit avec un petit sachet contenant une poudre noire censée affaiblir spirituellement Séfu. Mais jouer avec des forces obscures a toujours un coût dans le monde Congo. Et ce coût allait bientôt se révéler. Makaba commença à surveiller les déplacements de Séfu. Il observait la manière dont son frère parlait aux villageois, la confiance qu'il lui accordait déjà. Plus Séfu avançait dans son rôle de futur chef, plus la jalousie de Makara grandissait. Il tenta d'utiliser la poudre noire donnée à Arnduka. Un soir, il la dispersa près du lieu où Séfu dormait, récitant des incantations apprises en secret. Mais au matin, Séfu se réveilla plus vivant que jamais, tandis que Makaba ressentit un violent mal de tête. Il ne comprenait pas que la poudre s'était retournée contre lui. Les forces obscures ne se laissent pas manipuler sans conséquence. Makaba devint encore plus nerveux, plus dangereux. Il finit par convaincre deux jeunes hommes ambitieux de l'aider à remettre l'ordre des choses. Si Séfu devient chef, vous serez oubliés. Mais si je prends sa place, je vous récompenserai. Les trois hommes commencèrent à préparer un piège. L'heure de la confrontation approchait. Une nuit sans lune, Makaba mit son plan à exécution. Il s'avança avec ses complices vers la case de Séfu. Ils avaient des machettes. Le village dormait profondément. Pas un feu ne brûlait. Seul le vent murmurait dans les feuilles. Makaba entra dans la case, prêt à frapper. Mais ce qu'il trouva le figea, Séfu était agenouillé, priant devant un petit autel où brûlaient des herbes sacrées. L'atmosphère était sereine, presque lumineuse. Makaba sentit sa main trembler. Séfu releva doucement la tête. « Mon frère, pourquoi viens-tu ainsi ?» Cette simple phrase brisa la rage de Makaba. Pendant un instant, il hésita. Mais ses complices, eux, n'hésitèrent pas. L'un d'eux bondit sur Séfu. Makaba resta là, paralysé, regardant la scène comme s'il était étranger à son propre corps. Des cris éclatèrent. Les voisins accoururent. L'attaque échoua, mais la blessure était faite, le sang avait coulé entre les deux fils d'un même père. Et rien ne pouvait plus être comme avant. Le lendemain, le village entier était secoué. Makaba fut amené devant le conseil des anciens, menottes au poignet. Séfu, malgré sa blessure au bras, insista pour être présent. Le Ngamboko prit la parole. Makaba, fils de Mumukanza. Tu as tenté de verser le sang de ton propre frère. Tu as trahi les lois du clan, les traditions et les ancêtres. Que dis-tu pour ta défense ? Makaba resta silencieux, incapable de s'exprimer. Les anciens débattirent pendant des heures. Certains voulaient l'exiler. D'autres, plus sévères, réclamaient une punition plus dure. Mais Séfu se leva. Il est mon frère. Je ne veux pas qu'il soit tué. Je demande la clémence. Mais je demande aussi qu'il comprenne le poids de son acte. Les anciens échangèrent des regards. Finalement, ils prononcèrent la sentence. Makaba serait exilé pendant cette saison, et ne pourrait revenir qu'après purification spirituelle, prouvant aux ancêtres et au village qu'il avait retrouvé la paix intérieure. Makaba baissa la tête. La jalousie lui avait tout pris. Le lendemain, Makaba quitta le village. Il marchait seul, portant seulement un sac de raffia et une gourde. Il traversa des collines, des forêts, des rivières, dormant à la belle étoile, affrontant la pluie, la soif et les fauves. Mais le plus dur n'était pas la nature. C'était la solitude. Il repensait aux choix qu'il avait faits, la colère, la trahison, l'attaque. Il réalisait peu à peu que personne ne lui avait pris son héritage, il l'avait détruit lui-même. Plusieurs nuits, il rêva de son père, qui lui disait « Le cœur qui ne pardonne pas se condamne lui-même ». D'autres fois, il voyait Séfu, blessé, mais debout, prêt à lui tendre la main. Loin du village, loin de son orgueil, Makaba commença à comprendre. Au bout de plusieurs mois, Makaba arriva dans un village isolé où vivait un vieux sage, Nsemi, connu pour aider ceux qui cherchaient la rédemption. Makaba lui raconta toute son histoire. Nsemi l'écouta sans l'interrompre. « Tu veux être purifié ? Tu veux retourner parmi les tiens ? Alors commence à te purifier de toi-même. » Le sage lui donna 3 épreuves. Vivre seul dans la forêt pendant 21 jours, sans parler, pour apprendre la paix intérieure. Trouver une source sacrée et y laver son cœur en avouant ses fautes à voix haute. Créer de ses mains un objet symbolisant la réparation, et l'offrir à son frère. Makaba accepta.
Les jours dans la forêt furent les plus difficiles. Privé de parole, il fit face à ses propres démons, ses erreurs, ses regrets. Mais chaque jour, son cœur devenait plus léger. À la source sacrée, il avoua tout. Les larmes coulaient sur son visage, se mêlant à l'eau claire. Il se sentit renaître. Makara fabriqua un petit nkisi sculpté dans du bois de fromager. Il grava dessus un symbole représentant deux frères liés à une même racine. Puis il prit le chemin de Mbungu-Makanda. Lorsqu'il arriva aux portes du village, tout le monde s'arrêta. Les enfants le pointaient du doigt. Les femmes chuchotaient. Les hommes le regardaient avec prudence. Séfu sortit de sa case en silence. Les deux frères se fixèrent longuement. Puis Makaba posa un genou à terre. « Mon frère, pardonne-moi. Je reviens pour réparer, pas pour reprendre. » Il lui tendit le nkisi. Séfu s'agenouilla à son tour. Il posa la main sur l'épaule de Makaba. « Je t'ai toujours pardonné. Tu es mon sang. » Les deux frères pleurèrent, sous les yeux émus du village. Le village tout entier se rassembla pour une grande cérémonie de purification. Le Ngamboko prépara un feu sacré. Les anciens chantèrent des hymnes. Les femmes apportèrent de la nourriture. Makara fut invité à franchir un cercle tracé au sol avec de la poudre blanche, symbole du passage de l'ombre à la lumière. Une fois à l'intérieur, Séfu prit la parole. Les ancêtres enseignent que nul ne n'est parfait. Celui qui tombe peut se relever. Celui qui se trompe peut apprendre. Aujourd'hui, je demande que mon frère soit réintégré dans notre communauté. Le village acclama. Les anciens approuvèrent. Makara sentit quelque chose se libérer dans sa poitrine. Pour la première fois depuis des années, il respira sans douleur. Dans les jours qui suivirent, il travailla sans relâche pour réparer ses erreurs, il aida les veuves, reconstruisit des cases, enseigna aux jeunes ce qu'il avait appris. Le village recommença à l'aimer. Lorsque Mumu Kanza mourut finalement, paisible, entouré des siens, Séfu devint officiellement chef du village. Il gouverna avec bienveillance, équité, humilité. Makaba devint son conseiller le plus fidèle, mais aussi un symbole vivant, celui qui montre que même un cœur blessé peut guérir, que même un esprit assombri peut retrouver la lumière. Les anciens enseignèrent cette histoire à tous les enfants. Regardez Makaba. Il a connu la jalousie, la colère, la chute. Mais il s'est relevé. Il a purifié son cœur. Il a compris que les frères ne sont pas faits pour se détruire, mais pour se soutenir. Et chaque fois que les querelles menaçaient d'éclater entre deux familles, les anciens racontaient ce conte pour rappeler que quand la jalousie brûle, elle consume. Mais quand le pardon s'élève, il guérit la terre et les cœurs. Ainsi se termine l'histoire de Makaba et de Séfu, deux frères séparés par la jalousie, mais réunis par le pardon. Leur parcours montre que la rancœur est une chaîne qui entrave, alors que le pardon est une clé qui libère. Dans les traditions Congo, comme dans de nombreuses cultures africaines, les conflits ne détruisent pas une famille. Ce sont les cœurs incapables de s'ouvrir qui causent la ruine. Les anciens enseignent que l'harmonie n'est jamais un acquis, mais un effort constant, une vigilance intérieure contre les poisons de l'âme. L'histoire de ces deux frères devint une leçon transmise de génération en génération. Les enfants la récitaient le soir autour du feu, et les parents la répétaient lorsque les rivalités menaçaient la paix. Car elle rappelait ce que la sagesse africaine dit depuis toujours. La rancune est une braise. Elle brûle d'abord la main de celui qui la retient. Celui qui pardonne ouvre la porte du repos à son cœur. Là où la jalousie danse, la paix s'enfuit. Le frère n'est jamais un ennemi, même quand l'ombre de la jalousie se pose sur lui. Le pardon est une graine. Plantée dans la douleur, elle fait fleurir la paix. À Mbungu-Makanda, le souvenir de cette histoire guida longtemps la communauté. Et aujourd'hui encore, quiconque traverse le village entend parfois les anciens murmurer. L'arbre de la paix pousse dans le cœur de ceux qui savent déposer leurs armes. Si tu apprécies les contes africains, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne, partage ton proverbe africain préféré en commentaire. Et n'oublie pas de consulter les autres contes disponibles.